Je suis Alexis Sédou, je suis, historien et archéologue. Je travaille plutôt sur les mondes antiques et médiévaux, mais j'ai eu un passé où j'ai fait de la géopolitique. J'ai travaillé pas mal sur les questions géopolitiques et de politique internationale et donc à ce titre, j'ai eu l'occasion de pas mal travailler sur l'Amérique du Sud, en général. En plus j'ai des origines sud-américaines et donc aussi de voyager pas mal en Amérique du Sud, notamment au Brésil et de m'intéresser, aux problèmes de l'évolution, de ces pays, durant la période contemporaine, c'est-à-dire, au 19e et au 20e siècle. Actuellement, je travaille sur une thèse, à l'université d'Angers et je travaille, sur, l'évolution des élites, et des aristocraties, dans la Marche d'Espagne et en Septimanie, c'est à la région de Narbonne, entre, le début du 8e siècle et la fin du 9e siècle. Voilà, donc je suis altomédiéviste. Voilà et dans les autres travaux que je fais également, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux pour, démonter les fake news en histoire et en archéologie. Le Brésil, on peut diviser en plusieurs étapes chronologiques, hein. Avant 1500, une période précoloniale, alors qui est plutôt une période préhistorique, hein, on n'a pas d'écrits, hein, sur cette période-là, donc l'occupation, de la zone actuelle du Brésil par, des groupes, et des tribus amazoniennes qui sont aujourd'hui, tout à fait étudiées et dans lesquelles il y a un renouveau des travaux, des archéologues et des anthropologues. De 1500 à 1822, la période coloniale, c'est-à-dire l'occupation du Brésil, comme colonie du Portugal, avec une évolution, sur lequel on reviendra un tout petit peu parce qu'elle a un impact important sur le 19e et sur le 20e siècle, de l'histoire du Brésil, hein. 1822, 1889, c'est la période de l'Empire brésilien, donc il y a un empereur du Brésil, voilà. En fait, il y en a eu 2 qui se sont succédés, hein, Pierre Ier, Pedro Ier et Pedro II. Et puis depuis 1889, une république du Brésil, avec une première période 1889-1930, disons, appelons-la la république oligarchique, hein. Une pause, ou plutôt une transformation de cette république en une dictature personnelle, hein, celle de Getúlio Vargas entre 1930 et 1945. Puis un retour à la démocratie 1945-1964. Ensuite, après 1964, jusqu'aux années 80, alors, on ne peut pas faire une rupture aussi directe que ça de la fin de la période d'une dictature militaire, hein, qui correspond parfaitement d'ailleurs à la même, évolution dans les autres pays sud-américains, pour la plupart d'entre eux, hein, sauf 3. Et puis depuis le milieu des années 80 jusqu'à maintenant, de nouveau un retour de la République, hein, avec une nouvelle République, en place, hein, fédérale, qui fonctionne et qui, actuellement est le régime en place, au Brésil. On va dire bien par rapport aux autres pays, c'est une déclinaison très différente, hein. Donc, à la différence du reste, de l'Amérique latine, le Brésil est une colonie portugaise et tous les pays, autres d'Amérique latine que l'on connaît aujourd'hui, hein, l'Argentine, le Venezuela, le Mexique, pour prendre 3 grands pays, ont connu, une décolonisation qui est issue d'une guerre, hein, d'une guerre, contre la tutelle, espagnole. Au Brésil, c'est un peu différent et c'est lié, à des événements qui sont assez parallèles. Alors, il faut, revenir en Europe, hein, donc le Brésil est une, colonie portugaise, donc elle est dirigée par le Portugal. Elle n'a, que très, très peu de droits en termes économiques et surtout en termes, social. C'est-à-dire que, par exemple, il ne peut pas y avoir d'entreprise, de fabrique, d'usine, au Brésil, il ne peut pas y avoir non plus de presse, il n'y a pas d'imprimerie, il n'y a pas d'université, donc c'est vraiment, sous la tutelle, du Portugal. À la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, le Brésil rapporte beaucoup d'argent au Portugal, par ses exportations, mais donc n'a aucun rôle politique. Ce rôle politique va être forcé en réalité par, les invasions napoléoniennes. En en 1806-1807, Napoléon, bat, la Prusse, lors de la bataille, de Junauerstadt et s'empare de Berlin et décide à ce moment-là, pour lutter contre son dernier grand adversaire qui est la Grande-Bretagne, hein, d'imposer le blocus continental. C'est-à-dire d'interdire toutes les exportations, et toutes les importations vers ou, à partir de la Grande-Bretagne. Le Portugal, grand allié de la Grande-Bretagne, notamment sur le plan économique depuis très longtemps, refuse et donc Napoléon envoie une armée, commandée par le général Junot pour s'emparer du Portugal.
À l'arrivée de cette armée, eh bien, la monarchie portugaise, hein, c'est-à-dire la reine Maria II et Maria I, pardon, et le prince héritier qui a la réalité du pouvoir, parce que la reine a été déclarée folle, Dom João, vont quitter le Portugal et s'installer au Brésil, qui est évidemment leur colonie. Et ils ont donc donné au Brésil un statut totalement différent. Donc ils s'installent dans un premier temps au nord du Brésil, hein, à San Salvador de Bahia, et puis à Rio de Janeiro, qui est à l'époque la plus grande ville du Brésil et le port le plus important. Et ils vont donner au Brésil eh bien, le même caractère que le Portugal. Donc ça veut dire que on n'a plus un empire portugais avec des colonies extérieures, mais un empire brésilo-portugais, hein, qui est mis en place, dans lequel toutes les institutions sont déplacées de Lisbonne à Rio de Janeiro. De manière d'autant plus importante que, avec le prince, est venue une grande partie de l'administration, une grande partie des chefs militaires, également des bibliothèques, des juristes, enfin tout l'appareil d'État est installé. Et s'installe au Brésil, eh bien, tout cet appareil d'État et le prince, hein, donne aux Brésiliens bien le droit, à ce moment-là, d'avoir des entreprises, des usines, des imprimeries, de la presse, hein, donc il y a une modification importante. Donc le Brésil devient, en fait, l'empire portugais est maintenant dirigé à partir du Brésil. À la fin des guerres napoléoniennes, en 1815, eh bien, le roi, toujours le prince d'ailleurs, il est toujours prince, la reine n'est pas encore, décédée, va décider de rester au Brésil, et de diriger l'empire, brésilo-portugais, si je puis dire comme ça, à partir de Rio de Janeiro. Ce qui évidemment, est un déplacement, très important, de l'ensemble de ce pouvoir. Le problème, c'est que dans les années 1820, au tout début de l'année 1820, au Portugal, donc qui n'a pas de souverain, hein, le souverain est à Rio, hein, et qui a une régence qui est dirigée par un général anglais, hein, le maréchal Beresford, eh bien, les autorités portugaises vont être renversées et une junte va se monter, va réclamer le retour du roi. Il est devenu enfin roi. Eh bien, Dom João VI va hésiter entre rester au Brésil et diriger du Brésil ou revenir au Portugal. Il va finir par revenir au Portugal sous la pression des événements afin de prendre en main la destinée de l'Empire à partir du Portugal. Une fois arrivé au Portugal, eh bien, ce qui a été fait dans les années 1807-1815, à savoir de donner au Brésil l'égalité, le même niveau que le Portugal, va être détricoté, hein. Évidemment, ça ne va pas du tout plaire aux élites brésiliennes qui sont restées et qui vont se rassembler autour du prince héritier, Pedro, hein, qui est resté au Brésil comme vice-roi. Et ce prince héritier, eh bien, il va se retrouver en porte-à-faux par rapport à la situation portugaise. Ce qui fait que, au début du 122, il va y avoir en fait deux pouvoirs portugo-brésiliens, l'un à Lisbonne, l'autre à Rio de Janeiro, et le pouvoir portugais va demander à Pedro de revenir au Portugal et d'abandonner ce soutien aux Brésiliens. Et lui va, en janvier 1822, déclarer qu'il reste au Brésil. Hein, donc c'est un geste important, hein, il reste au Brésil, donc il rompt avec le Portugal. Cette rupture, évidemment, est entraînée par un certain nombre d'élites brésiliennes, notamment des planteurs, des intellectuels, des hommes politiques, hein, qui jouent un rôle important, hein, et qui mettent en avant les intérêts du Brésil par rapport au sort du Portugal et vont pousser Dom Pedro à rester dans un premier temps et puis à proclamer l'indépendance le 7 septembre 1822, hein, qui est en fait non pas une indépendance au sens issue d'une guerre civile comme en Argentine, au Venezuela ou au Mexique, hein, mais issue d'une rupture de pouvoir et la création de deux pouvoirs différents. Et il va être proclamé empereur du Brésil, hein, donc il est le premier empereur du Brésil, et donc l'indépendance du Brésil est à ce moment-là actée. Très rapidement, le premier règne de Pierre Ier est assez court, hein, 1822-1831. Hem, Finalement, Pierre Ier, suite notamment aux événements du Portugal, hein, va finir par abdiquer de son empire, brésilien, hein, et va revenir au Portugal, hein, pour essayer de reprendre, une partie du pouvoir, portugais. Il va laisser, sur place, son fils, Pierre également, qui est tout jeune, hein, à l'époque et donc il va laisser une régence, hein, s'installer. Alors, la régence, c'est un comité de régence, hein, qui est mis en place, hein, et qui va diriger le Brésil de 1831 à 1840.
Durant cette période, les antagonismes, au Brésil vont être assez importants, entre, en gros, les libéraux et les conservateurs, d'une part, hein, entre, les types de régime. Est-ce qu'il faut, continuer, un empire, dans lequel le souverain a tous les pouvoirs ou au contraire, un empire, avec une constitution il y a une constitution en place, mais dans lequel les assemblées ont plus de pouvoir. Il y a également, une très grande, un très grand antagonisme entre, les marchands, des ports essentiellement de Rio de Janeiro, hein, qui est à l'époque la capitale, hein, et les producteurs, hein, notamment les producteurs, de sucre, et de café, hein, qui sont les 2 grandes, exportations brésiliennes à cette époque-là. Donc tout ceci va créer dans les années 1831-1840 plutôt une période, complexe, hein, et une période de tension. En 1840, Pierre II va prendre le pouvoir personnel, hein, et il va réussir à, stabiliser le régime, hein, et on parle effectivement à ce moment-là, d'âge d'or du Brésil, enfin c'est comme ça que c'est nommé. Heu, c'est un peu facile, hein, de dire ça, mais disons que le Brésil connaît effectivement durant cette période une croissance économique assez importante, alors portée toujours par le café et portée, à partir des années, 1840-50, hein, par le caoutchouc, par les l'EVA. Ce qui va permettre, effectivement d'augmenter, très largement, le poids, économique du Brésil. C'est également une période où, l'immigration est assez importante, hein, notamment une migration européenne. Alors, italienne, française, un peu britannique, hein, espagnole, hein, portugaise, hein, qui viennent s'installer au Brésil et qui va permettre effectivement d'augmenter également, la population, brésilienne. C'est aussi une période de plutôt grande stabilité, politique. En tout cas, 1840-1860, le régime est assez stable, hein, et le Brésil devient une des grandes puissances, sud-américaines, hein, notamment grâce à ses exportations de café. Cette période, de calme prend, fin, à partir des 1860, hein, où le Brésil est engagé, dans des guerres, dans une guerre particulière, hein, qu'on appelle la guerre de la Triple Alliance ou la guerre, du Paraguay, et qui est en fait une guerre où, le Brésil, s'allie à l'Argentine, c'est un cas assez relativement rare, hein, des pays relativement antagonistes, hein, au détriment du Paraguay, hein, et ça va permettre au Brésil d'augmenter, ses territoires, hein, notamment, au sud du Minas Gerais, hein, à la frontière nord du Paraguay, qui va enfermer le Paraguay de manière définitive dans ce territoire. Il faut savoir que cette guerre du Paraguay, et c'est pour ça que parler d'âge d'or pour cette période-là, toujours un peu compliqué, c'est la deuxième guerre la plus sanglante sur le continent américain au 19e siècle, après la guerre de sécession. Donc c'est une guerre qui est très longue, sur 64-70, qui est, très sanglante, hein, c'est le Paraguay qui perd le plus à la fois de territoire et d'hommes, hein. Hem mais qui laisse un impact, très, très profond, dans le Brésil, hein. Ce qui fait qu'effectivement la période de Pedro II est à la fois une période de croissance économique, mais également une période de dureté, militaire, hein, et de combat assez durs. À partir des années 1870, de nouveau le régime est stable, mais la période d'âge d'or va prendre fin pour plusieurs raisons. Alors d'abord des retournements économiques, hein, la les crises économiques en Europe, notamment celle de 73 vont entraîner une baisse des exportations brésiliennes, d'une part, et puis d'autre part, la période du caoutchouc qui a permis, de créer des fortunes extrêmement importantes et qui a permis le développement de zones nouvelles, hein, notamment, la zone amazonienne autour de Manaus, hein, va prendre fin, pour des raisons sur lesquelles il faudra revenir, hein, sur la question de la gestion du caoutchouc, hein. Ce qui fait qu'à partir des années 1980-90, eh bien, le Brésil va connaître une crise, économique et politique relativement importante. Crise économique et politique qui est en plus, aggravée par les dissensions entre les libéraux qui veulent mettre fin à l'esclavage, hein. Le Brésil est encore un pays esclavagiste, hein, alors que quasiment tous les pays sud-américains, l'ont abandonné et qu'évidemment les États-Unis, après la sécession, l'ont abandonné en 1965, hein. Et est encore, un pays également qui pratique, le commerce interne d'esclaves, hein, externe non, mais interne oui. Et lutte entre libéraux qui veulent mettre fin à l'esclavage et grands propriétaires fonciers, notamment dans la région de Sao Paulo, va, entraîner des dissensions importantes.
Et en 1888, la fin de l'esclavage, va montrer le gouffre qu'il existe entre, ces divers, points de la société et va entraîner, l'abdication et le renversement de Pedro II et la fin de cette période de l'empire brésilien, hein. Heu, il est renversé, une république brésilienne est à ce moment-là, instituée, et qui va mettre en avant effectivement les libéraux et les modernisateurs du Brésil face à ceux, qui, préféraient, une société fondée encore sur, notamment sur les grandes latifondiales, les grandes, propriétés et l'esclavage. La proclamation, de la République le 15 novembre 1889 est effectivement un coup d'État, important qui renverse l'empire, hein. Il est la prise de pouvoir, elle est, faite par un mélange entre, les militaires, hein, c'est eux qui vont être l'action, du pouvoir, et puis un certain nombre de libéraux, notamment regroupés autour, de 2 grandes sphères, une partie, des francs-maçons qui sont très présents dans l'armée et on aura l'occasion d'en reparler pour les années 20 notamment, leur présence est importante et puis des positivistes, hein, autour des thèses et des théories d'Auguste Comte, hein, qui, veulent moderniser le pays et sortir surtout le Brésil de cette, oligarchie, des propriétaires fonciers. Donc c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Heu, qui vont, s'appuyer donc sur plutôt les intellectuels, on va dire progressistes au sens du terme. Alors ils sont progressistes sur le thème libéraux, mais ils sont encore relativement conservateurs, hein, sur un certain nombre d'autres thèmes, notamment des termes sociaux, hein. Heu et ils vont, de ce coup, organiser une république, qui va, être marquée sur le sceau du progrès et qui va adopter la devise, du Brésil d'aujourd'hui, hein, Ordem, et Progresso, hein, ordre et progrès. Donc on voit bien les 2 axes, hein, à savoir, un progrès par la science, hein, c'est ça qui va, permettre, au Brésil, de, sortir et de devenir une puissance, importante, hein, mais un ordre social établi, hein, dans lequel on est plus libéraux que la période, esclavagiste, mais où, on a quand même supériorité, des lettrés, des savants, des classes supérieures, hein, de la haute bourgeoisie, hein, qui va prendre le pouvoir. Alors cette prise de pouvoir, elle est aussi, beaucoup liée, aux commerçants, hein, brésiliens qui sont, influencés par les commerçants européens qui y sont en contact, hein. Il faut savoir que, à l'époque, le café brésilien est exporté essentiellement par des firmes anglaises, hein, et qui vont aussi beaucoup influencer, cette prise de pouvoir en mettant en avant, des libéraux qui sont aussi prêts à jouer le jeu de l'économie, libérale, et donc du transfert de matières premières entre le Brésil et le reste de l'Europe. Oui et non, ce que révèle, ce coup d'État en dehors de la divergence très importante entre, les marchands et les producteurs et les grands, producteurs et puis entre les élites bourgeoises des villes et puis, les aristocrates, des campagnes. C'est aussi des différences, entre, le nord et le sud, hein, qui jouent un rôle, très important, hein, à cette période-là. Notamment, une zone, qui est, la zone, du nord-est, hein, nord-est, hein, qui est une zone qui est devenue de plus en plus pauvre, hein, qui était une zone assez riche, au, au XVIIe, au XVIIIe siècle, c'était la zone des planteurs de sucre, hein, et qui, va, entraîner des troubles sociaux, assez importants, avec, durant cette période. Et ça, c'est évidemment, un des obstacles à cette république, oligarchique, qui se met en place. D'autres résistances, vont voir le jour, hein, notamment des résistances passives, hein, de la part, d'une grande partie de la population, qui est, très, très peu lettrée, hein, et le niveau d'instruction du Brésil est très, très faible, à la fois, parce que, eh bien, il y a très peu d'institutions, et l'urbanisation est faible, ça c'est le premier élément et le deuxième élément, il y a beaucoup de classes, de personnes qui sont soit issues d'esclavage, soit issues de très pauvres, manœuvriers qui n'ont pas accès, à l'école et ces classes-là, vont d'abord gonfler les villes, notamment Rio de Janeiro, Sao Paulo, pour les villes du sud, hein, mais d'autres villes, hein, Recife, Pernambuco dans le nord, hein, et vont, résister de manière plus ou moins passive aux tentatives de progrès qui sont implantées par la République. Parce que la République
met en avant 2 grands axes. Un axe autour de l'éducation, hein, qui est un axe évidemment, extrêmement important, hein, et puis un axe autour de l'hygiène, hein, qui est très important. Il faut savoir qu'au Brésil, la fièvre jaune, le choléra notamment, la variole, hein, sont des fléaux, extrêmement importants et par exemple, eh bien, au tout début, tout au long du XXe siècle, les gouvernements brésiliens vont tenter d'impliquer et d'imposer la vaccination antivariolique à tout le monde, elle est à peu près au point, hein, et qu'il va y avoir des véritables résistances, hein, dans des quartiers entiers, de ces grandes villes où les gens vont refuser de se faire vacciner, en pensant qu'en gros, on va leur injecter la mort, hein, voilà. Il y a même des résistances de la part de certaines élites, hein, qui disent qu'au contraire, si on vaccine les gens, ça veut dire qu'on va, arrêter, le principe, général, darwinien, hein, de la lutte, au plus apte pour survivre, hein, et donc évidemment tout ceci, va entraîner un véritable blocage. Donc ces républiques, elles sont, oligarchiques, elles sont évidemment, contestées, notamment par les milieux populaires. Pas que, mais notamment par les milieux populaires. L'opposition, elle existe, hein, à cette république, oligarchique, hein, qui se met en place, hein. Alors, on a situé, le nord-est et bien sûr, comme région importante ou les oppositions, urbaines, hein, avec du banditisme, hein, par exemple, dans le nord-est, ce qu'on appelle les cangaceiros, hein, qui sont des bandits sociaux, hein, qui s'attaquent, aux riches propriétaires. Cette opposition, elle va avoir, un moment plus important et qui joue un rôle très important dans la formation de la gauche brésilienne, hein, parce que, heu, disons que le Brésil, entre 1890 et 1920, en gros, hein, il n'y a pas vraiment de parti politique, c'est surtout des partis propriétaires, hein, plus ou moins conservateurs ou libéraux, hein, qui s'affrontent, hein. Mais, à partir des années 20, eh bien, il va y avoir une, véritable montée de partis, d'opposition, avec des programmes sociaux, et populaires au sens strict du terme. C'est, ça se déclenche comme dans d'autres endroits en Amérique du Sud, à partir de l'armée, à partir des officiers, subalternes, hein, donc notamment les lieutenants, les capitaines, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça la révolte des tenientes, hein, des lieutenants, hein, qui se déclenche en 1922 dans le sud du pays, donc c'est une région plutôt assez riche, hein, dans le Rio Grande des Sul, hein, et où, certains, officiers, jeunes officiers vont tenter un putsch militaire, hein. Heu, voilà, ils vont échouer, ils vont pas réussir à prendre le pouvoir, mais ça va, bousculer un tout petit peu, cette hiérarchie, militaire. Il y avoir plusieurs révoltes, hein, comme ça qui vont être, faites en 22, en 24, en 25, hein, et qui vont, provoquer évidemment une véritable opposition à cette politique, oligarchique. La plus importante, et le passage qui ressort de ce groupe-là, c'est le colonel Prestes, hein, qui, va effectuer une très longue marche, dans le Brésil, hein, et qui va, finir par être un des participants importants du PCB, hein, du Parti communiste brésilien, hein, qui va mener même à des secrétaires généraux du PCB. Donc, Heu, à cette première opposition des pauvres, soit par le banditisme social comme, les cangaceiros ou par la résistance passive contre, par exemple, les vaccinations. C'est pas le seul, moment, mais c'est un des moments. À cette opposition entre libéraux et conservateurs, sur les questions, économiques, va s'ajouter, dans les années 20, une opposition de gauche, hein, issue d'une opposition sociale, hein, qui essaie de remettre en cause l'ordre social brésilien, hein, dirigé par, les hommes politiques et les grandes familles, essentiellement de Rio pour les marchands et de Sao Paulo, pour les co les grands propriétaires, puis d'autres régions, Minas Gerais notamment, ou les grands propriétaires du sud. Voilà. C'est ça qui va, mettre en opposition à cette république oligarchique. Effectivement, le Brésil joue un rôle très modeste dans la Première Guerre mondiale, hein. Il déclare la guerre à la Triplice, mais n'a pas de rôle, réel, hein, bon. En revanche, dans la Seconde Guerre mondiale, le Brésil va jouer un vrai rôle, à l'inverse, hein, de pas mal des pays d'Amérique du Sud. Si les pays d'Amérique centrale, déclarent la guerre, à l'Allemagne et au Japon, dès décembre 41, suivant l'exemple, américain, les pays d'Amérique du Sud, en revanche, vont, être, beaucoup, beaucoup plus réticents à déclarer la guerre. Sauf le Brésil parce que, un bateau, brésilien est torpillé par les Allemands et le Brésil, pourtant gouverné par un dictateur, hein, Getúlio Vargas, hein, va, entrer, au sens strict du terme dans la guerre, et va même,
participer activement à la guerre, hein, ce qui est le cas de quasiment aucun des autres, pays de l'Amérique du Sud. Heu, cette participation, va se faire sous forme, d'une unité d'infanterie, hein, d'une division d'infanterie, équipée par les Américains, hein, entièrement équipée par les Américains, qui est formée sur le modèle américain et qui va, combattre, en Italie. Ainsi que, quelques unités d'aviation, hein, qui vont être, envoyées, en Italie. Donc le Brésil va activement participer à la guerre. Alors c'est intéressant parce que, heu, la plupart des pays d'Amérique du Sud vont déclarer la guerre tardivement, aux Allemands, et ou aux Japonais, hein, plutôt en même temps, voire très tardivement, hein, puisque l'Argentine, par exemple, de Perón, donc qui a pris le pouvoir et qui a mis en place un système corporatiste, hein, assez proche du fascisme italien, ne déclare la guerre à l'Allemagne qu'en mars 45, alors que la guerre est finie, en réalité. Donc le Brésil joue un véritable rôle, militaire, et politique dans la guerre. Rôle qui se double évidemment, d'un rôle économique, mais là comme toute l'Amérique du Sud puisque, la demande de matières premières, est importante et que le Brésil fournit, des matières premières alimentaires, ou, ou minérales, notamment aux États-Unis pour faire fonctionner la machine de guerre américaine. Mais pour le coup, le Brésil participe réellement à la guerre. Il faut revenir, un tout petit peu, sur le passé parce qu'on a parlé de la dictature de Getúlio Vargas, hein, c'est pas la première dictature que le Brésil connaît. En effet, en 1930, Getúlio Vargas, va prendre le pouvoir. Alors, c'est un homme politique, qui vient aussi du sud, hein, de Rio Grande del Sul, donc une région qui est quasiment à la frontière de l'Uruguay et il, va, être élu gouverneur de cet État, qui est un État assez riche. En 1930, il se présente, à l'élection présidentielle et il est battu d'une courte, tête, par Prestes, hein, et il considère que cette défaite, n'est pas valable, hein, et que, l'élection a été truquée. Donc il va, en s'appuyant de nouveau, sur une partie de l'armée et notamment, ses officiers subalternes qui ont déjà, été présents dans les années 20, eh bien, il va, heu, monter un coup d'État, prendre le pouvoir et il va le garder pendant 15 ans, dans une dictature personnelle, qui est quand même relativement proche par un certain nombre d'aspects, au corporatisme, et au fascisme italien, tel qu'on le connaît, hein, donc parti unique, système de corporation et cetera. Il va mener une politique plutôt, assez progressiste, hein, sur le plan économique, hein. Le Brésil va connaître, un développement économique relativement important. En revanche, assez conservatrice sur le plan politique et social. Il doit démissionner en 45, sous la pression des États-Unis, hein, qui, voient mal, qu'un allié, qui a combattu contre le fascisme soit une dictature qui s'inspire du fascisme, hein. C'est évidemment, une des raisons. Donc le Brésil a déjà connu un système de coup d'État, militaire et de dictature militaire, hein, et ce qui va, entraîner la deuxième dictature militaire, celle de 64, hein, c'est des circonstances qui sont, un peu différentes. Alors il faut d'abord les contextualiser, heu, en appuyant bien sur le fait que, on est dans un contexte dans les années 50-60 de guerre froide et que l'opposition, entre, les, pouvoirs conservateurs anticommunistes et les groupes, réformateurs, pro-communistes en Amérique du Sud sont très importants. Que ce soit, à Cuba, en Bolivie, dans le reste de l'Amérique centrale, hein, Nicaragua notamment, autour des sandinistes, enfin bon, donc il y a une véritable opposition et les États-Unis, surtout après la prise, de pouvoir de Castro à Cuba, en 58, hein, ne veulent pas, qu'il y ait, un déclenchement ou d'autres, pouvoirs communistes ou pro-communistes, dans l'ensemble de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud. Au Brésil, il se trouve que dans les années 50-60, les partis de gauche vont connaître une certaine, progression, économique et pardon, politique, hein, notamment le PCB, hein, le parti, communiste, brésilien, hein, et cette progression va pas mal inquiéter, l'ensemble du pouvoir politique, et notamment, les militaires, hein, qui, vont estimer que, eh bien, la présence, de partis de ce type-là, au Brésil est un danger pour la stabilité du Brésil.
Il faut savoir qu'à la même époque, hein, les pays autour, hein, ont aussi basculé dans les dictatures militaires, hein, au début des années 60, hein, il y a que 3 pays qui ne soient pas dictatures, militaires, hein, dont le Venezuela et le Mexique, hein. Je crois que le troisième c'est l'Équateur. Et on ne peut pas dire que ces 3 pays-là soient des exemples de démocratie, hein. C'est plutôt des démocraties où le pouvoir passe d'un parti à l'autre de manière assez facile. Pour le Venezuela en tout cas, pour le Mexique, c'est pas une dictature, mais le parti révolutionnaire institutionnel est au pouvoir, depuis 1922 et ne bouge pas. Donc c'est dans cette situation, assez tendue, hein, heu, que se forme une opposition, des militaires à une tentative ou à une vision d'un Brésil qui pourrait basculer dans le camp communiste, hein, ce qui serait évidemment, absolument, impossible. L'armée, joue un rôle très important. Elle est, très largement, formée, par, les Américains qui ont formé en 47, une école, School of Americas, qui forme des officiers, dans toute l'Amérique du Sud, hein, et ces officiers sont notamment formés à l'anticommunisme, hein, de manière assez importante. Donc on a tout un terreau, issu de la guerre froide anticommuniste, hein, qui est très important. Alors, dans les années, début des années 60, hein, en plus la situation économique et sociale du Brésil, hein, qui connaît une croissance forte, est quand même assez compliquée et assez tendue, hein. Hem Notamment, parce que, il y a une demande, des classes, des classes pauvres, et urbanisées. Il y a une très, très grosse croissance de l'urbanisation, au Brésil durant cette période-là, demande des réformes de fond, hein, et ces réformes de fond, bah, elles sont promises, mises en place, hein, par, João Goulart, hein, qui est un président, disons de gauche, mais qui est très sensible à cette idée de réforme, qui modifie le le système économique et social, du Brésil, hein, et celui-ci, une fois qu'il a été élu, eh bien, va proposer ce qu'on appelle des réformes de base, hein, un certain nombre de grandes réformes sociales, mises en avant, notamment, pour, un accès plus important à la propriété, à l'éducation, et cetera, et cetera. Cela est vu, comme étant, des réformes communistes, hein, de manière simple, hein, par l'armée, hein, et l'armée va donc, avec, le l'aval, on va dire, hein, des États-Unis, qui ne veut pas, on est dans la guerre du Vietnam, hein, 63-64, les États-Unis ne sont pas officiellement engagés dans la guerre du Vietnam, mais ils ont une présence, près de 30 000 soldats américains au Vietnam à l'époque, hein, donc ils sont quand même assez présents, hein. Il y a eu cette histoire de Cuba, il y a d'autres mouvements, notamment en Bolivie, hein, qui se déclenchent, donc ils ne veulent pas que le Brésil bascule, hein, et donc, eh bien, une campagne de presse dans un premier temps, contre Goulard est mis en avant, hein, et puis, cette campagne de presse, elle est rejointe, hein, par, un un mouvement, de militaires, hein, qui estiment qu'il faut stabiliser le pays et qui va donc prendre le pouvoir, hein, faire un coup d'État, hein, qui va, avoir lieu, entre le 31 mars et le 2 avril 1964. Donc c'est un coup d'État des militaires, dont l'objectif premier est de stopper ce qu'ils imaginent être, l'arrivée du communisme au Brésil, hein, et qui va mettre en place, un régime, de dictature militaire très dur, très violent avec, toute la répression, toute la palette de répression que l'Argentine, le Chili, l'Argentine dans ces années-là, le Chili passé 73 vont connaître, hein, la Bolivie, le Pérou également, hein, avec, des escadrons de la mort, des systèmes pour, éliminer les opposants, voilà, vraiment quelque chose de très fort, hein. Les militaires s'appuient sur, l'idée, d'ordre d'abord, hein, également, s'appuient beaucoup sur la religion catholique, hein, qui est très forte, hein, estimant qu'évidemment, heu, les marxistes-léninistes sont des athées dangereux, hein, et donc va, instaurer cette dictature, militaire qui va durer en gros jusqu'au milieu des années 80, hein. La restauration de la démocratie se passe relativement lentement, hein. Même chose dans un contexte, où, la démocratie progresse à peu près partout en Amérique du Sud, hein. Les deux mouvements, sont liés, hein. Le Brésil suit à peu près la même suite, hein, la même, évolution. Heu, à partir des années, la fin des années 70, la
situation, politique de dictature est de plus en plus difficile, hein. Il y a des contestations, de plus en plus importantes au Brésil contre ces dictatures militaires, hein. Contestations ouvertes, d'intellectuels, de personnes, importantes, hein, dans la rue. Donc ça va évidemment jouer un rôle, hein. Hem une opposition qu'on va également, retrouver, dans, parmi les religieux, hein. Une partie des religieux, vont notamment autour de ce qu'on appelle la théologie de la libération, vont expliquer que, eh bien, l'Église ne peut pas être, du côté des riches, mais doit au contraire, assumer un rôle social et important, hein. Donc ça va jouer tout ça un rôle, assez fort, hein. Également, l'arrivée des groupes évangélistes, hein, va jouer un rôle contre la dictature, hein, de manière, importante, hein. Voilà, alors, donc cette opposition va faire que petit à petit, eh bien, les militaires, vont laisser le pouvoir, vont abandonner le pouvoir, aux civils, hein, dans une transition, qui va se faire, dans les années 85, enfin 80-85, hein, dans lequel les élections vont être réorganisées, hein, de nouveau et va permettre, le retour, effectivement, à la démocratie, au Brésil. Heu, ce ce retour se passe plutôt bien, mais il faut quelques années avant que vraiment la démocratie se soit pacifiée. Surtout, la question du souvenir, de la dictature va être très, très long à se mettre en place, hein, il faut attendre une dizaine d'années pour qu'on commence à parler d'indemnisation des victimes, à parler vraiment, des crimes que la dictature a commis, hein, voilà, il faut vraiment attendre les années, début des années 2000, hein, pour que ce soit mis en place, hein, et pour que, effectivement, on reconnaisse, hein, qu'il y a eu, une dictature extrêmement dure dans le pays, hein, la commission enfin, la commission qui travaille vraiment sur la question, elle est mise en place en 2009, hein, presque 25 ans après la fin de la dictature, hein, et suivant, des exemples que l'on voit notamment, dans des pays comme le Chili où les commissions ont mis pas mal de temps également à se mettre en place. La place du populisme est assez importante, au Brésil. Bon alors, populisme, hein, on entend un, un système politique ou un fondement politique dans lequel, on va, mettre en avant, un certain nombre, de mesures, hein, qui sont, pas forcément des mesures économiques et sociales, qui sont solidement fondées sur les réalités économiques, hein, mais plutôt, sur, un rêve ou un désir, d'un certain nombre d'aspirations, très générales et très génériques, hein, et dans lequel on va amplifier les oppositions entre les groupes, hein, les uns, avec les autres, hein. Les fascismes sont tous plus ou moins des populismes, heu et le populisme, c'est ce qu'on connaît, notamment dans la politique américaine, chez Trump, voire avant. Alors, au Brésil, il y a, 2 éléments qui vont, se mettre en place, ce populisme. Le 1er, c'est l'action de la corruption, hein, qui est quand même très important, qui va créer des clientélismes extrêmement importants, dans le pays. Heu qui, va, permettre, à certains, hommes politiques notamment, hein, d'avoir une clientèle à qui on va promettre, des choses très immédiates, hein, de l'argent, des postes de travail, des responsabilités, voilà, des choses extrêmement claires, hein, donc qui va créer une clientèle, immédiate, hein, évidemment par un système de corruption, politique où on échange, ces clientélismes contre des voix, alors aussi économiques, hein. On va également échanger, des postes, hein, ou des marchés, contre de l'argent. Donc ouais, tout ce système se met en place. Le 2e niveau de populisme, hein, c'est celui, qui est plus politique et qui apparaît, heu, relativement tôt, mais qui se développe beaucoup plus, avec la présence de Bolsonaro, hein, qui est un populisme du, faucon Yaka, qui est assez simple, hein, et qui dit qu'il y a des problèmes dans la société brésilienne, que ces problèmes, ils sont faciles à voir, hein. Il suffit de marcher dessus pour, lutter. Essentiellement, la violence, le manque d'accès à un certain nombre
de choses de première nécessité et dans lequel on va dire que les solutions, elles sont assez simples, hein, il suffit, d'ouvrir, les vannes, par exemple, de l'extension du territoire, vers l'Amazonie pour, qu'il y ait plus de production de soja, qui rapporte plus d'argent, que, de lutter contre les trafiquants de drogue qui sont forcément, ceux qui, sont les premiers à mettre en place la violence par des opérations de répression, très violentes, ou en mettant en avant, heu, ces criminels, en les jugeant de manière, extrêmement sévère. Alors ce populisme est en plus, appuyé au Brésil, notamment par une vision, très conservatrice de la société, hein, qui explique que si la société va mal, c'est qu'évidemment, un certain nombre de personnes ne suivent pas les bonnes lignes, les bons guides, de la société et ce populisme est très alimenté par des groupes, évangélistes, hein, nord-américains, donc protestants, hein. Il faut savoir que dans les années 80, le catholicisme, au Brésil, c'est quasiment, 85-90 de la population, hein, et qu'aujourd'hui ça a descendu, hein, et qu'aujourd'hui les protestants, enfin en tout cas la dernière enquête montre qu'il y a 20 de protestants dans un pays où il n'y avait pas de protestants, il y a longtemps. Et ces protestants sont essentiellement des évangélistes qui vont suivre donc les positions, de ces églises, qui sont très conservatrices sur le plan moral, et qui sont ce qu'on appelle les églises du 2e awakening, hein, des mouvements pentecôtistes, évangélistes de la fin du 19e siècle et qui en gros, estiment que, Dieu a tracé le destin de chacun, que si on veut être dans la bonne situation et de sortir le pays, il faut avoir la foi et agir, comme il le faut. Donc évidemment, s'attaque à, toute déviance sexuelle, à, indique que chacun a une place dans la société prévue par Dieu, donc évidemment, met en place toute une hiérarchie sociale, très forte, hein, et va alimenter également le populisme puisque, les mouvements populistes vont s'appuyer sur ces évangélistes qui vont expliquer que, les solutions, elles sont toutes simples, hein, il suffit de prier Dieu et de suivre ce qu'il dit et que, Dieu guidera, le meilleur, des gens comme Bolsonaro. Donc la place du populisme est très importante, aujourd'hui au Brésil, dans une société, où l'éducation est encore, pose encore problème. Il y a encore un grand nombre d'analphabètes au Brésil, hein, de l'ordre de 1/5 de la population, hein, donc c'est quand même très, très important, hein, avec des poches de pauvreté, extrêmement importantes et des poches de violence, hein, également extrêmement importantes, hein, que l'on retrouve notamment, dans tous les secteurs périurbains, hein, et dans lequel les solutions, populistes sont des solutions à court terme qui visent essentiellement à raser ces quartiers, hein, alors que et évidemment, ne visent pas les solutions à long terme qui consistent à, bah, mettre en place de l'éducation, donner du travail aux gens, donner un logement décent aux gens, hein, qui évidemment pérenniserait, cette politique. Oui, 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 évidemment, c'est extrêmement important. Alors, l'esclavage au Brésil a joué un rôle très important, hein, quasiment dès la mise en place, de la colonie portugaise, hein, les premiers esclaves africains, arrivent au Portugal dès le XVIe siècle, hein. Il faut savoir que dès la moitié du XVe siècle, le Portugal est un pays qui, rafle, beaucoup d'esclaves et va les emmener, en Europe, puis, dans les colonies américaines. Ces esclaves ont beaucoup travaillé, alors d'abord ils sont d'origine africaine, donc ils sont noirs, donc ça va jouer évidemment un rôle important l'identification, hein, de ces esclaves d'une part et puis, dans la société brésilienne d'où viennent les noirs, ce sont des descendants d'esclaves, donc ces esclaves vont jouer un rôle économique extrêmement important, 16e, 17e, 18e siècle, hein. La richesse, sucrière puis caféière du Brésil tient beaucoup à la production, par des esclaves, en très grand nombre, hein, sur les grandes, latifondias, du nord d'abord pour le sucre et puis la région de Sao Paulo pour le centre, hein. Voilà. Le Brésil est aussi un des pays qui conserve le plus longtemps l'esclavage, hein. Il faut savoir que, dans les années, 1820, enfin 1807-1850, hein, il y a près de 42 des esclaves,
que l'on recense au Brésil en total, viennent à cette période-là. Donc c'est récent et le Brésil n'abandonne l'esclavage qu'en 1888, hein, ce qui est très, très, très tard, par rapport enfin, c'est une 2 générations par rapport à tous les autres pays, hein. Sachant que tous les autres pays ont arrêté la traite des esclaves, dès les années 1807-1820. Donc il y a vraiment un impact important. Évidemment, l'impact, de l'esclavage est important parce que, ces esclaves, pardon, n'ont pas d'éducation, n'ont pas accès à l'éducation. Lorsqu'ils sont, libérés eh bien, ils n'ont pas d'emploi, vraiment solide ou rémunéré. Ils vont se retrouver donc dans un premier temps comme des manœuvriers, dans les, donc des journaliers, dans les grandes plantations, hein. Et puis petit à petit, lorsque les villes vont gonfler, eh bien, ils vont venir gonfler les villes et travailler et s'installer dans ces périphériques, de villes et vont former dans un premier temps les 1ers, personnes importantes dans les favelas. Heu, Étant dans les favelas, ils n'ont pas plus accès à l'éducation, ou à la santé, hein, et donc il va y avoir une alimentation de la pauvreté et du déclassement social des gens issus de l'esclavage qui va durer des générations et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que tous les habitants des favelas sont des noirs, loin de là, hein, c'est évidemment pas le cas, mais que, le déclassement issu de l'esclavage et la création, d'une classe très pauvre au Brésil, périurbaine, elle est en grande partie liée à 2 facteurs, dont l'esclavage est un des facteurs les plus importants. Le second étant le gonflement des villes de manière, chaotique, à la fin du 19e siècle et jusqu'aux années 60-70, hein, qui a créé vraiment, une espèce de double ville, dans les grandes agglomérations, Sao Paulo, Recife, Rio de Janeiro, avec, des villes centrales, peuplées par, des classes moyennes et des classes riches, dans des très beaux endroits et puis des favelas, tout autour, hein, qui sont constituées de ces personnes qui travaillent très souvent dans la ville, soit dans des emplois, manufacturiers ou des emplois de services, hein, mais qui vivent, en périphérie de la ville et qui n'ont pas accès donc aux services, auxquels ont droit les autres, habitants de la ville. Oui, effectivement, alors, le Brésil fait partie des BRICS, hein, donc les pays qui sont, en train de se développer de manière importante. Alors bon, c'est lié d'abord, à la géographie du Brésil, elle-même, hein, le Brésil, c'est comme un pays de 8,5 millions de kilomètres carrés, hein, c'est 4e ou 5e, plus grand pays du monde, 215 millions d'habitants. Donc c'est un pays qui a un poids important et dont le PIB est quand même de 2 054 milliards $, donc qui en fait la 8e puissance mondiale. Donc c'est un pays qui fait partie du G20, mais qui fait partie effectivement de ces puissances émergentes, hein, donc des BRICS, hein, avec la Russie, avec l'Inde notamment, avec la Corée, hein, parce que ce sont, des pays qui sont, en train d'avoir une puissance économique, très importante, mais qui est encore très déséquilibré, sur le plan économique et sur le plan social, avec, une économie, qui est, en partie une économie de rente. Le Brésil, tient sa richesse, de ses matières premières, agricoles, café, sucre notamment, soja, hein, 1er producteur mondial de soja, hein, donc ce qui est évidemment, extrêmement important, hein. Et puis de ses produits, miniers, hein, notamment le pétrole, hein, qui joue, un rôle important, et en même temps commence à avoir une économie fondée sur à la fois, l'industrie et les services, hein, avec des industries qui pour certaines sont des industries relativement de pointe, hein. Une société comme Embraer, hein, une société de construction d'avions, joue un rôle de plus en plus important, dans le marché mondial, hein. Alors, c'est pas Boeing, c'est pas Airbus, c'est pas un des géants, mais c'est une société, qui, a trouvé une niche dans les, courts courriers, ce qu'on appelle les RJ Jet, tout à fait importante, hein. Donc c'est un pays qui fait partie de ces pays émergents, hein, dont la croissance est forte, hein, dont l'économie devient de plus en plus, importante, le poids mondial est de plus en plus important, mais qui connaît encore un grand déséquilibre, parce que, elle n'a pas encore, réussi à obtenir un niveau de vie satisfaisant pour toute la population. Les déséquilibres de la société brésilienne, sont encore très importants. Bah, d'abord par la superficie, hein, c'est encore une fois, c'est un pays, qui est très, très grand, hein, 8,5 millions de kilomètres carrés, c'est quasiment la moitié de l'Amérique du Sud, hein, donc c'est un pays, tout à fait immense et c'est un enjeu politique, à la fois de politique intérieure et de politique extérieure. Alors de politique intérieure parce que c'est
territoire qui est très déséquilibré entre, des populations, très nombreuses et très denses qui vivent sur la côte, est du Brésil, hein, sur les grandes villes. Alors, soit, la partie sud, État de Rio de Janeiro, État de Sao Paulo, Rio Grande del Sul, hein, soit les États plus au nord, hein, Pernambuco, nord-est et cetera, hein, donc des villes très importantes, hein, donc qui ont un poids extrêmement important. Alors que la partie ouest du pays est beaucoup plus déséquilibrée, beaucoup moins dense, hein, avec quelques pôles de villes qui se sont développées, notamment Manaus, hein, dans le nord, hein, qui, à l'embouchure du Rio Negro a été la capitale de l'EVA pendant un moment et est aujourd'hui une des grandes villes du Brésil, qui gère effectivement toute cette zone amazonienne, hein. Et ça rend donc, déjà un enjeu intérieur important parce qu'il faut, réussir à mieux répartir la population sur l'ensemble du Brésil pour, entre guillemets, «désengorger», les grandes villes, de la côte. Alors cette politique a été menée de manière active par les Brésiliens, par le gouvernement brésilien, notamment en créant une nouvelle capitale, hein, Brasilia, qui, évidemment se détache de la côte, hein, est au milieu du pays, enfin au milieu du pays, dans un tiers, est du pays, hein, et donc leur tentative est évidemment de dégager, de modifier ce centre de gravité, de la population brésilienne. Alors ça a marché à moitié, on va dire, hein, parce qu'on peut pas dire que Brasilia, ça soit la ville, qui attire le plus de population et ça reste une ville très administrative, hein, mais c'est une tentative qui est faite. Voilà. Le 2e enjeu, il est du point de vue plus international. D'abord pour le contrôle des mers, hein, parce qu'évidemment la côte brésilienne, fait que le Brésil contrôle une grande partie de l'océan Atlantique, sud, hein, ce qui est évidemment, important, avec ses richesses, dont, évidemment le pétrole, hein, qui est géré par la Société nationale brésilienne Petrobras, hein. Et puis, 2e élément, pour, évidemment l'économie mondiale, hein, le rôle que joue, l'espace brésilien, notamment la forêt vierge brésilienne, hein, considérée par certains comme un poumon de la terre, hein. Évidemment, avec toute cette forêt extrêmement importante qui alimente, en oxygène une partie de la planète et pour lequel évidemment les politiques brésiliennes s'opposent, hein, entre la politique de Bolsonaro qui dit: «Ben, on va donner des terres, aux éleveurs, et aux planteurs de soja» et au contraire, d'autres comme le président Lula, hein, qui estiment qu'au contraire, il faut conserver cette diversité et cette partie de la planète et qu'il ne faut pas favoriser, les propriétaires terriens, qui, défrichent la forêt amazonienne. Donc l'enjeu, il est à la fois intérieur et international, notamment du point de vue écologique et du point de vue du réchauffement climatique. Ce serait pas facile, en réalité parce que, le Brésil a connu une croissance, importante et évoluée et très évolutive. Alors, hem, pour la période, précoloniale, il y a pas vraiment de monument. En revanche, le musée d'anthropologie de Rio de Janeiro, qui malheureusement a brûlé, a ses œuvres précoloniales, tout à fait intéressantes, hein, et c'est un musée d'anthropologie tout à fait, passionnant. Pour la période coloniale, je pense que, ce qui, est le plus fondateur, le plus fort, hein, et bien, c'est la ville, de San Salvador de Bahia, la ville dont on dit qu'elle a 365 églises et qui effectivement, tout à fait, la ville qui représente la période coloniale de la manière la plus importante. Pour, la période impériale, bien, c'est un peu compliqué, mais, je pense que l'opéra de Manaus, qui, est un opéra, construit, en Amazonie, selon les modèles européens, dans un endroit où il ne devrait pas y avoir d'opéra, très logiquement est très représentatif, hein, de cette période. C'est-à-dire, de la grande richesse, liée, à, à la production, de café, de sucre, des VA, donc ça me paraît, important. Pour les périodes, plus contemporaines, je dirais qu'il y a évidemment, le Christ rédempteur de Rio, hein, qui reste très, très symbolique, hein, et qui effectivement montre bien à la fois l'attachement, la force de la ville de Rio d'une part et puis l'attachement à la religion, hein, d'autre part, hein. Mais, je pense qu'il faudrait, y ajouter, également, parce que c'est un rôle très important au Brésil, hein, le stade du Maracanã, parce que, évidemment le football joue un rôle extrêmement important, au Brésil, à la fois, comme, heu
élément de lien populaire, pour l'ensemble de la population, hein, et puis, également, comme, moteur de l'ascension sociale, hein, voire, de son rôle politique, hein, parce que, à la fois l'équipe du Brésil, représente, un lien entre tous les Brésiliens, mais les clubs brésiliens, sont également, des entités, socio-économiques et politiques, hein, représentant un quartier ou un groupe social, important, dans le pays. Heu des clubs, hein, comme, ceux, où a joué Socrates, hein, Socrates était on l'appelle le docteur Socrates, hein, c'était un grand joueur, brésilien des années 70-80, joue un rôle important dans l'opposition, par exemple, à la dictature, militaire, puisque ce dernier a toujours, clamé son opposition à la dictature militaire. Il a fait entonner des chants dans son club contre la dictature militaire, hein, ce qui montre qu'effectivement l'impact est important. Donc je dirais que le stade de Maracana, qui a été construit pour la coupe du monde de 1950, qui s'est passée au Brésil et que le Brésil n'a pas gagné, eh bien, est assez, important également pour montrer, ce que les monuments brésiliens. Le Brésil contemporain, le Brésil d'aujourd'hui, évidemment Lula, joue un rôle très important, parce qu'il est, il s'identifie très, très bien à cette évolution du Brésil, depuis la dictature militaire, hein. Donc Lula, d'abord, il vient du Nordeste, hein, donc d'une région qui n'est pas du tout une région favorisée, au contraire, hein. Les grandes régions d'où sortent quasiment tous les hommes politiques, brésiliens, c'est la région de Sao Paulo, hein, en partie la région de Rio de Janeiro, mais la région de Sao Paulo, hein. Parce que c'est une région très riche, d'abord, et c'est une région, dans lequel, les grandes fortunes, se sont installées. Donc Lula, lui, il fait partie, au contraire du Nord-Est. C'est un ouvrier, hein, qui a travaillé, dans plein d'entreprises, et le fait qu'il était ouvrier et qu'il travaille dans plein d'entreprises montre également, le développement économique du Brésil, dans les années 1960-70, hein. Il était ouvrier chez Volkswagen, donc la mise en place de l'industrie mécanique et l'automobile, au Brésil, il en est également, important. Il est également, un fondateur de la politique nouvelle, hein, parce qu'il sort du parti communiste brésilien, et fonde le Parti des travailleurs, hein, qui est un parti, qui abandonne en partie son alignement marxiste, et qui va chercher une base un peu plus importante, hein. Ce parti, évidemment, est un parti qui s'oppose, à la lecture militaire et qui joue un rôle dans le renversement de la lecture militaire en 85, heu avec l'organisation de toutes les manifestations, contre la dictature militaire qui se mit en place. Et puis ensuite, il participe quasiment à toutes les élections présidentielles, hein, la première grande élection présidentielle, et c'est pour ça que je vous avais dit que la mise en place de la démocratie est lente, c'est celle de 89, hein, que la chute de la dictature, c'est 85, hein, avec une constitution, plus libérale. Eh bien, le Lula se présente, en 89, il se présente, de nouveau en 94, il se présente en 98, avant d'être élu en 2002, hein. Donc c'est vraiment, quelqu'un qui participe de manière extrêmement active à la vie politique. Donc déjà, rien que pour ça, il est assez symbolique. Le second symbole, bah, c'est sa politique à lui, hein. Alors, heu c'est un homme de gauche, hein, qui va essayer de mener une politique, en faveur des classes les plus déshéritées, hein, mais il est, à la tête d'une coalition assez large, hein, au gouvernement, donc il doit aussi faire, un certain nombre de compromis. Néanmoins, il va lutter, dans 2 directions, extrêmement, extrêmement, importantes, hein, qui sont les 2 problèmes, je dirais, les plus importants du Brésil, hein, qui sont, bah, la faim, hein, simplement. Il faut lutter contre effectivement, les problèmes dans certaines régions du Nord-Est ou dans certains quartiers dans les grandes villes où les gens, n'ont pas les moyens de subvenir, à leurs besoins, les plus élémentaires, hein. Donc il va y avoir toute une politique, hein, qui va être mis, en avant, hein, pour, aider, la fin, ce qu'on appelle la fome zéro, la fin de la fin de la faim entre guillemets, je vais faire cette position. Et puis, également, il va, tenter, de mettre en place une politique, non libérale, d'aide aux plus pauvres, hein, en créant, des allocations, hein, ce qu'on appelle la Bolsa Familia, hein, où il va effectivement, heu mener une politique dans laquelle les classes les plus pauvres peuvent avoir bénéficié de revenus de l'État, hein. Il va donc faire baisser la pauvreté dans son pays. Donc c'est vraiment 2 choses, extrêmement, extrêmement importantes, hein. Voilà, alors là-dessus, il prend aussi des positions très importantes, sur les questions, de l'égalité des races, qui jouent un rôle complexe au Brésil, hein.
Parce que, bah, le Brésil, c'est effectivement, majorité de blancs, 47,7 de blancs, grande, population métisse et puis une petite population de noirs, voilà et puis quelques asiatiques et tout petit nombre d'amérindiens. Heu, mais il y a un véritable racisme au Brésil, hein, qui existe, hein. Il y a une vision du noir, bah, au Brésil est assez négative, hein, donc il va lutter contre ces éléments. Également, sur le plan, des minorités sexuelles, hein, il va prendre position, alors là, contre justement, les églises très conservatrices, qui expliquent évidemment si le Brésil va mal, eh bien, c'est parce qu'il y a des problèmes, il y a des minorités sexuelles qui sont présentes et qui déséquilibrent, la foi, voilà donc il va jouer vraiment cette politique, importante, voilà. Alors, à ça s'ajoute évidemment, bah, tout la fin du processus, hein. Il ne peut pas être réélu parce que la constitution brésilienne prévoit qu'on ne peut pas être élu, plus de 2 fois de suite, hein. Donc, il quitte le pouvoir en 2008. Il tente de laisser, à Dilma, Rousseff, qui est sa protégée, le pouvoir, mais elle n'a pas le charisme de Lula, donc elle n'arrive pas bien à se maintenir et puis, commence et là aussi, c'est un autre problème du Brésil dans lequel, la place de Lula est importante, hein, un grand nombre d'affaires, de corruption, hein. Le Brésil est un pays dans lequel la corruption est quand même très, très importante, hein. C'est un vrai problème, important, notamment autour des grandes entreprises, comme Petrobras. Donc il y a tout les juges vont tenter de mener une politique contre cette corruption, importante. Heu Politique dans laquelle lui-même va être pris, hein, il va être accusé de corruption, il va être mis en prison, cette corruption, il a été lavé, depuis, hein, de ces accusations, hein, mais c'est vraiment, quelque chose qui marque, les choses et puis, on peut dire que Lula, marque encore son époque parce qu'il est celui qui a, repris le pouvoir, il a été réélu, hein, c'est le président brésilien qui a été le plus, élu, en battant, Bolsonaro et donc le président populiste, hein, ce qui montre vraiment les 2 facettes actuelles du Brésil, hein, entre, un populisme conservateur, voire réactionnaire, et corporatiste d'un côté, hein, proche des militaires, hein, Bolsonaro n'a jamais, condamné la dictature militaire de 64-85, hein, pour lui, c'est même, la meilleure période du Brésil, hein et au contraire, un Lula, qui est un président du Nord et qui lui, prône une politique, beaucoup plus sociale et beaucoup plus large, hein. On a vraiment les 2 Brésils qui s'affrontent, de manière assez claire, hein et dans lequel la position, la place de Lula est quand même très, très importante. Oui, œuvre culturelle, bon alors, il y a alors caractérisant le Brésil, il y a évidemment plein de choses autour de la musique, hein. C'est pas forcément c'est pas c'est la musique brésilienne joue un rôle extrêmement, extrêmement important, évidemment, donc ça, je pense que c'est un tout, hein, que l'on peut prendre, hein, de manière, importante, voilà, avec les grands compositeurs brésiliens, de l'époque. Si je pense que si on devait prendre un film, Central do Brasil est un film tout à fait intéressant justement sur l'immensité du pays, sur la pauvreté, sur l'entraide, hein. Je crois que c'est un film qui est tout à fait, révélateur de ce Brésil, alors le film 98 mais de la fin du 20e et du début du 21e siècle, hein, de ce Brésil en changement, mais encore avec ses blocages. Donc je pense que c'est une bonne œuvre, à reprendre. Et puis, ceux qui vont s'intéresser notamment aux questions d'identité brésilienne, et à l'évolution, hein, les romans d'Amado, hein, sont extrêmement importants. C'est un écrivain du milieu du 20e siècle, hein, qui a beaucoup, beaucoup écrit et qui a beaucoup travaillé justement sur, ces identités brésiliennes, ces classes brésiliennes, ces races brésiliennes entre elles et leur évolution.